Alors, bienvenue à Bavardons avec Nicolas, encore une fois le seul talk show 100% littérature jeunesse. Cette fois-ci, j'ai le plaisir et l'honneur de m'entretenir avec une auteure, une collègue dans le métier, dans le monde du livre, une amie aussi. Et je vous présente Marie Barguidjian. Bonjour Marie, Bonjour Nicolas. ça va bien? Mais oui, je suis très contente d'être ici. Alors, je te remercie d'accepter l'invitation, surtout dans cette canicule. On a quand même osé tourner dehors. Marie, tu publieras bientôt, en fait, dès cet automne, un album jeunesse autour d'une œuvre d'un peintre québécois, René de Rouen. Comment as-tu découvert cette œuvre, tout d'abord? Alors, je l'ai découverte il y a maintenant peut-être 6 ou 7 ans. C'était très curieux. Je me promenais dans des galeries à Montréal. Et comme tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'art. J'avais publié déjà des livres d'art aux 400 coups. Et je voulais continuer, mais il fallait vraiment que j'ai un coup de cœur, un coup de foudre. Et bon, je m'intéresse beaucoup à l'art contemporain québécois et je suis rentrée dans une galerie et je suis tombée sur cet immense triptyque de Rouen que je connaissais pratiquement pas, juste un petit peu de nom. Et je suis rentrée dedans. Et à chaque fois que ça arrive, vraiment l'œuvre m'aspire. Et puis j'ai demandé au galeriste une chaise. Je me suis assise pendant 1 heure devant. C'est vrai? Ah oui, oui. Et j'ai navigué, j'ai voyagé à l'intérieur de l'œuvre, j'ai pris des notes. Mais en fait, je fais beaucoup marcher ma spontanéité comme ça, en espérant faire aboutir le projet. Malheureusement, il n'a jamais vu le jour à ce moment-là. Et c'est plus tard que d'autres coïncidences m'ont permis de faire aboutir cette histoire que je portais depuis longtemps. Donc. Ah, mais c'est génial. Puis surtout, tu as pu rencontrer, on va venir à l'artiste après, mais le propriétaire de l'œuvre. Oui, nous ça c'était vraiment une rencontre amusante parce que à la suite de ma rencontre avec Gilda chez Bayard, qui était emballée par l'idée, etc. Donc je me suis mise à rechercher l'œuvre. Évidemment, j'ai contacté les galeries, l'œuvre n'y était plus et ils m'ont indiqué le nom du collectionneur. J'ai contacté aussi René de Rouen pour l'informer. Il était toujours d'accord pour que j'écrive sur son œuvre, mais bon, voilà, il me laissait aller. Et donc, on a rencontré le propriétaire. Je suis allée avec Gilda, justement, et c'était vraiment très drôle parce que c'était une sortie en pleine forêt à Rawdon. À Rawdon! Vraiment au bout du bois, là, dans un vieux chalet de Boiron. Et, un chalet familial magnifique. Et quand on est arrivé là, donc le propriétaire et sa femme nous ont accueillis bras grands ouverts. Mais surtout, ce qui était incroyable, c'est que l'œuvre était au milieu du chalet, trônant entre les têtes d'orignaux de serre et les vieilles bébelles de la grand-mère. Et là, a donné vraiment tout un éclairage différent au chalet. Et c'est une grande œuvre, qu'on le dise. Ça prenait la largeur quasiment du salon. Donc c'était vraiment très chouette qu'il est ressorti et quand je leur ai raconté mon histoire, alors ils n'en revenaient pas. Ah oui, vous voyez ça, mais moi je vois ci, moi je vois ça. En tout cas, nous ont gardé à souper, ils nous ont gardé très longtemps. On est rentré en pleine nuit, de cette grande aventure. Mais bon, l'aventure était vraiment partie et l'écriture aussi, donc ça c'était fabuleux. Puis c'est étonnant qu'une œuvre, bon, se retrouve dans un shack, qu'on te le dise comme ça, à Rawdon. Qu'est-ce qui a inspiré le propriétaire d'acquérir cette œuvre? Est-ce qu'il vous en a parlé? Alors, c'est un fan d'œuvres contemporaines en général. Il connaît très bien l'œuvre de Rouen. Je pense qu'il le soutient depuis très longtemps. D'accord. Il a plusieurs œuvres de lui, mais il a une autre grande maison dans laquelle il y avait des choses. Il avait transporté le triptyque exprès pour nous. Je veux dire, c'était fabuleux, quoi. Il avait vraiment fait pour que je puisse avoir accès à l'œuvre. Et il était emballé par l'idée, de toute façon, de l'écriture. Donc... voilà, enfin, j'espère que le projet abouti lui plaira aussi parce qu'il n'a pas vu du tout. Ben c'est sûr que oui, ça va plaire à tous. Je vous attendez de voir un peu. Hein. Moi, j'ai des scoops que vous n'avez pas. Puis là, tu as dit que tu as rencontré de Rouen. J'aimerais que tu me parles de ta rencontre, mais surtout, peut-être les sentiments ou les angoisses, tout ce qui est associé à créer une histoire autour d'une œuvre de quelqu'un de toujours vivant. Oui. C'est vrai peut-être la partie la plus touchante de la réalisation parce que les autres livres que j'ai pu écrire sont sur des artistes morts. Donc j'ai eu l'autorisation de faire ces livres, de travailler à l'intérieur d'une œuvre, mais j'ai jamais pu avoir le retour de l'artiste. Et là, évidemment, c'est tout différent. Et avec René de Rouen, d'abord, ça a été un échange de courriels, très poli, très chaleureux aussi quand même, parce qu'il était content que je travaille sur son œuvre. Mais comme il me l'a dit quand je l'ai rencontré il y a peu de temps, en fait, avec la maquette en main,
Il avait oublié un peu, il ne savait pas si l'œuvre allait aboutir, si le projet finalement était finalisé. Et volontairement, on n'a jamais voulu lui donner de nouvelles au fur et à mesure de D'accord. la création. J'ai quand même contacté les gens qui travaillaient avec lui pour la biographie, pour avoir des détails, mais en fait, il ne savait pas du tout comment l'œuvre était avancée. Donc quand je suis allée à la Fondation de Rouen, que je conseille à tout le monde d'aller visiter, c'est un endroit magnifique, surtout avec cette canicule, c'est frais, on est en pleine forêt. On peut avoir le lieu, c'est où? C'est à Val-David. À Val-David. Ouais, ouais. Il y a des jardins à visiter, il y a une galerie, il y a des conférences tous les week-ends. Donc quand je suis arrivée à la Fondation, avec la maquette en main, il y avait énormément de monde, donc je voulais discrètement lui dire, voilà, l'œuvre est aboutie. Là, il était incroyable parce qu'il a pris du temps, il nous a pris 20 minutes alors que tout le monde cherchait à le rencontrer. On s'est assis dans un coin et là, il a commencé à tourner les pages. Et pourtant, c'est que la maquette, donc tu sais bien que les couleurs ne ressortent pas autant, mais quand même, il avait une bonne idée. On voyait son visage qui était étonné, qui était vraiment touché. Il m'a regardé en disant « Ah, donc tu as fait une œuvre à partir de mon œuvre. » Et tu sais, c'était... Ben oui, oui. Et il me dit, c'est tellement ce que je cherche, d'avoir des regardants sur l'art. Que l'art se transmette par le regard des regardants. Vraiment qu'il y ait cette fusion, en fait, et puis cet échange que doit être l'art, en fait, en général. Et vraiment, bon, il ne s'est pas mis à pleurer quand même, mais il était ému. Il avait une réelle émotion. Oui. Et il n'en revenait pas de la beauté du découpage. Oh, t'as vu ce personnage-là? Oh là là, si j'avais pensé à ça quand j'ai créé mon œuvre, ça c'était assez incroyable. Puis à travers ton travail et puis ton album La Fête de Chapultepec à sortir qui aborde les arts, je trouve qu'au Québec, puis peut-être ailleurs c'est comme ça même au Québec du moins, on est très récalcitrant d'aborder les arts avec les enfants. C'est quoi les défis que ça représente d'aborder les arts et surtout d'aborder les arts à travers une seule œuvre peut-être? Pourquoi est-ce important? Ouais. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, oui. mais c'est une grande question en réalité. Alors, aborder l'art, on dirait que pour les gens, ça dépend toujours de notre connaissance. C'est-à-dire que les gens se sentent malhabiles, pas équipés, maladroits, se sentent pauvres parce qu'ils n'ont pas étudié. Ils pensent que s'ils n'ont pas étudié et qu'ils n'ont rien lu sur l'art, ils ne sont pas capables de l'aborder. Oui. Donc ça, c'est un défi parce que il faut familiariser les adultes qui transmettent l'art aux enfants dans un premier temps. Il y a beaucoup de livres vraiment faits pour livres remplis d'images, enfin ne serait-ce que les regarder et les mettre à la portée des enfants, ça c'est déjà un plus qu'on peut faire sans connaître nous-mêmes grand-chose à l'histoire de l'art. Tout à fait. Mais du coup, moi ce que je voudrais faire dans ma façon d'aborder, c'est vraiment de désacraliser ce regard qu'on a toujours sur l'art. On pense que là, on va montrer la Joconde aux enfants, alors je ne connais pas assez l'œuvre de Vinci, je ne sais plus en quelle année ça a été fait, puis qu'est-ce que je dois dire sur cette œuvre. On prend peur, en fait. C'est ça. Et si on laissait aller nos émotions, nos sentiments, nos sensations, si on laissait les enfants parler tout simplement. Oui. Donc en fait, dans mon travail, ce que je cherche à faire, c'est me mettre à la place d'un enfant peut-être qui écrirait une histoire folle, qui voyagerait d'une façon fantastique, fantasmagorique, oui. à travers une œuvre, en laissant aller ses sensations, son imaginaire surtout, sans hésiter à dire peut-être des grosses bêtises, mais je ne crois pas, parce que la preuve, c'est que une fois qu'un artiste a accompli une œuvre, elle est transmise au public, tout à fait. Le public se l'approprie avec son vécu, ce qu'il est, avec ce qu'il a envie de voir, les couleurs, les formes, l'énergie, le mouvement à l'intérieur de l'œuvre, tout ça est très personnel. Et c'est ça qu'on oublie souvent dans l'art. On pense que c'est rattaché à la grande histoire. Oui, elle est là, et elle peut tout à fait nous enrichir, évidemment, c'est important. Mais que d'ouverture sur l'imaginaire et sur soi-même en abordant ce domaine, et on l'oublie trop souvent. En plus, on peut vraiment faire des liens avec plein d'autres apprentissages si on voulait mettre l'art plus au cœur des apprentissages justement à l'école. Ça parle d'histoire, ça parle de géographie, ça parle de formes géométriques, on peut créer des textes, de la poésie à partir d'une œuvre, on peut faire mille choses. Et c'est aussi une façon pour moi d'étonner les enfants avec des images qu'ils n'ont jamais l'habitude de voir.
Il y a beaucoup d'enfants dont le monde visuel est pauvre en réalité, Oui. qui naviguent entre l'ordinateur, la télé, etc. Les parents vont peut-être pas au musée, n'ont peut-être pas de livres d'art à la maison, ou vont peu à la bibliothèque. Alors tout d'un coup, on apporte une image qui les étonne, qui les fascine, qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est la première réaction qu'ils vont avoir. Ils vont dire « Oh, c'est du barbeau !» Exact. Puis en fait, plus tu les amènes à regarder, plus tu leur dis « Mais non, mais regarde, tu vois pas certaines formes ?» Et là, c'est comme si tu chauffais leur imaginaire. Et à la suite de ça, ben, ça y est, c'est le gros délire qui commence. Et Mais puis, là, c'est génial. ouais. Écoute, tu viens de devenir une inspiration pour une myriade d'enseignants et d'animateurs Non. littéraires. Ben, je l'espère, parce que c'est vrai ce que tu dis, c'est brillant. Puis à travers, je te connais. Faut oser. En fait, Faut faut oser, oser. puis se laisser aller. Oui, ouais. Puis je te connais étant de grande mordue des mots, bien sûr. À travers tous les livres que tu as pu lire dans ta jeunesse, je crois qu'il y en a un en particulier qui fait en sorte que tu es toujours attaché aux arts aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? Oui. Je suis très contente que tu me poses la question, Nicolas. Et en fait, j'ai pas du tout été une boulimique de lecture. Non, c'est vrai! Mais justement, je viens d'écrire un article pour la revue Vive le primaire parce Oui. que je voulais dire ça, qu'on mettait beaucoup de pression sur les enfants. Puis en fait, nous-mêmes, on n'a pas toujours été des grands lecteurs quand on était petits. C'est venu parfois plus tard. En tout cas, en ce qui me concerne, j'avais quelques livres, je lisais, je lisotais. Puis, c'est sûr que les images ont toujours une place importante dans mon cœur. Je suis quand même quelqu'un de très axé sur le monde visuel. Mais j'ai vraiment eu un choc le jour où ma grand-mère m'a offert, je ne sais plus si c'était pour Noël ou mon anniversaire, un livre sur les impressionnistes. Oui. J'étais sur voilà, le plus beau de l'impressionnisme, je sais plus le titre en tout cas. Et je ne cessais de regarder ces images de nature, des danseuses de Degas, ces femmes en parapluie de Monet. Je trouvais ça vertigineux. Moi, D'accord. c'est vraiment, ça me fascinait, c'était poétique. J'avais T'as envie vraiment d'être plongé dans le les livre. livres. Et je me disais, mais j'y connaissais rien, tu vois. Ouais. Je me racontais des histoires avec ça. Et ça m'a poursuivi en fait. Bon, et puis tu vois, plus tard, j'ai fait des études de musique, mais je suis revenue à l'art pour aller faire des études d'histoire de l'art, parce que j'avais vraiment envie d'approfondir, j'avais le goût. Mais je crois que j'ai gardé cette espèce de spontanéité, de regard sur l'art, pour voilà, laisser aller mon imaginaire à chaque fois que je croise une œuvre et qu'elle m'interpelle. Est-ce que tu as toujours ce livre? Oui. C'est vrai? Je l'ai toujours. Est-ce qu'il existe toujours? 2 étages, je pense qu'il est dans ma chambre chez mes parents. Est-ce qu'il est toujours disponible? Ah, écoute, c'était un livre de Raymond Cogna. Je me D'accord. souviens du nom parce que j'y ai fait référence plusieurs fois plus tard. Je crois que oui, mais je pense que le look a changé. D'accord, oui. Alors, C'était un au fil grand des écrivain ans. sur le monde d'impressionnisme. Ouais. Ah, ben merci, Marie, pardon. Je te remercie beaucoup de ta visite. Puis, premièrement, je vous invite Ça m'a tous fait à plaisir. Ben merci, je vous invite à découvrir l'album La Fête de Chapultepec, une œuvre sur l'œuvre de René Derouin, un peintre québécois. Alors à découvrir dès la rentrée littéraire. Marie, merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci. À bientôt. À bientôt.